Cette semaine se tenait le sommet du spatial à Séville, un sommet qui réunit la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, tous les ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne. Un sommet à haut risque, car l'Europe spatiale est en crise, privée temporairement de lanceurs et sans capacité autonome d'exploration humaine. Pour répondre à l'appel de l'actualité, Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au CNES, est en plateau avec nous. Bonjour Jean-Marc Astorg. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors Joseph Aschbacher, le directeur général de l'ESA, a parlé d'un sommet historique, vous en convenez ? Oui, c'est un sommet historique, mais je voudrais, si vous me le permettez, revenir sur ce que vous avez dit, une Europe spatiale en crise. En fait, c'est l'Europe des lanceurs qui est dans une crise aiguë. Et alors, les lanceurs sont importants, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais l'Europe spatiale, en dehors des lanceurs, va très bien. J'en veux pour preuve les photos d'Euclide qui sont arrivées ce matin. Euclide, c'est une mission européenne qui vient d'être lancée, qui observe la matière noire. Ces photos sont extraordinaires. Et des exemples comme Euclide, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, on a une crise des lanceurs. Parti avec un lanceur européen. Et c'est bien pour ça que c'est si important de parler d'une Europe peut-être spatiale. C'est vrai, mais JUICE a été lancé par Ariane 5. Voilà. Donc, en Europe, dans l'Europe spatiale, il y a les lanceurs et il y a le reste. On est là pour parler des lanceurs. Les lanceurs sont dans une crise importante dont on connaît les causes. Le retard d'Ariane 6, l'arrêt de l'exploitation de Soyouz en Guyane, qui nous a privés en fait d'une solution de secours qu'on avait prévue en cas de retard d'Ariane 6, et puis les problèmes techniques de Vega. Donc le sommet de Séville s'est tenu dans ce contexte d'une crise importante, et il est historique parce qu'on a pu trouver, alors c'est vrai qu'on trouve toujours des solutions au niveau européen, on a pu trouver une solution pour financer Ariane 6. C'était le sujet principal, pérenniser le financement pour la France, en tout cas, c'était le sujet principal. Et il est peut-être nécessaire d'expliquer pourquoi, effectivement, c'était important. En fait, on parle bien du soutien à l'exploitation d'Ariane 6. Le développement est assuré, le développement d'Ariane 6 est assuré, même s'il y a des retards aujourd'hui. En tout cas, les travaux sont financés. Pourtant, on a parlé d'une demande de rallonge pour finir le développement d'Ariane 6 ces derniers temps. Ça n'a pas été traité dans le cadre de ce sommet. Les 15 premiers lancements d'Ariane 6 sont aussi soutenus financièrement par les États, par un dispositif particulier qui s'appelle la transition. Et là, on parle de soutien financier au-delà des 15 premiers, en fait, très précisément du 16e jusqu'au 42e. Et en fait, il fallait décider d'un soutien accru, contrairement à ce qui avait été décidé en 2014, où je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2014, il avait été indiqué que Ariane 6 n'aurait pas de soutien à l'exploitation, contrairement à Ariane 5. En réalité, le marché a changé. Les prix du marché ont été divisés par 2 depuis 2014, donc c'est quand même très important. L'inflation est passée par là. Et puis, il ne faut pas être naïf. Tous les pays dans le monde soutiennent leurs lanceurs, les États-Unis, les premiers, avec des dispositifs qui sont variables d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, c'est plutôt par des prix institutionnels qui sont 2 fois les prix du marché. Donc, l'Europe ne peut pas être le seul continent qui ne soutient pas ses lanceurs. Donc, on a trouvé ce soutien, ce qui veut dire à un que niveau les très important. Participants, pays contributeurs, donc la France, l'Italie et l'Allemagne, se sont mis d'accord pour que plus d'argent aille vers Ariane 6. Oui, et une somme considérable. On parle de 340 millions d'euros par an. La somme définitive dépendra des audits qui sont réalisés. Il y aura une transparence totale sur les coûts dans l'ensemble de la chaîne industrielle. Donc c'est une somme très importante. Et ce qui montre bien la solidarité européenne vis-à-vis d'Ariane 6, qui est le seul lanceur qui nous permettra, quand on aura réalisé le premier lancement et la montée en cadence, de lancer nos missions. Et ça a pu être possible parce que, effectivement, tout le monde a reconnu qu'on a d'abord besoin de lanceurs institutionnels. Et c'est la première motivation. Pourquoi est-ce que les États européens financent des lanceurs ? C'est pas pour être sur le marché commercial. En tout cas, c'est pas la raison première. C'est pour disposer d'une autonomie d'accès à l'espace et lancer nos missions. Et ensuite, pour augmenter la cadence, pour réduire la charge des coûts fixes, on commercialise le lanceur. Et ce raisonnement-là, il est toujours vrai aujourd'hui, comme il était vrai pour Ariana. Ariana, au départ, a été développée, financée à 100% par les États pour lancer nos propres satellites, parce que les Américains ne voulaient pas lancer nos satellites de télécom. C'est le même raisonnement aujourd'hui. Donc, on va payer en plus pour permettre de réaliser nos missions institutionnelles et de mettre Ariane 6 sur le marché. Et il y a une contrepartie à cet accord ? Alors, la contrepartie, évidemment, c'est que l'industrie devra faire aussi un effort financier.
En réalité, le soutien de 340 millions d'euros par an ne correspond pas exactement aux augmentations de prix. Il y aura un effort nécessaire par les industriels. D'engagement de baisse des coûts. En moyenne, oui, mais c'est très variable d'un industriel à l'autre. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est aussi compte tenu de l'organisation des lanceurs européens au sein de l'ESA. Vous savez que ce qui prévaut, c'est le retour géographique. Alors, le retour géographique, il fait qu'un industriel qui a été choisi au début du développement d'Ariane 6 est quasiment assuré de garder pendant toute la phase d'exploitation sa position. Et on a très concrètement des industriels qui ont augmenté leur prix de 60%. Et en fait, on a très peu d'actions pour négocier avec eux, puisqu'ils sont garantis d'avoir la production de leurs produits. Donc c'est bien ça qu'il faut changer. Et la contrepartie que vous mentionnez, c'est le changement de ce système qui est aujourd'hui clairement à réformer complètement, du sol au plafond, pour le futur, en faisant en sorte que les agences achètent des services de lancement et donc ne développent plus des lanceurs avec des règles de retour géographique et avec des contributions des États qui soient calculées une fois qu'on a des propositions industrielles. Donc là, concrètement, on retrouve finalement ce besoin qui a été aussi porté par l'Allemagne, mais j'entends que vous partagez cet avis, de rouvrir la concurrence sur les lanceurs, et c'est la promesse qui ressort de ce sommet. D'ici 10 ans, d'ici la fin de l'exploitation d'Ariane 6, on ouvrira la concurrence. Mais totalement. Mais ce n'est pas d'ici 10 ans, c'est demain. C'est demain. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, un challenge sera organisé par l'Agence spatiale européenne pour sélectionner 2 ou 3 nouveaux opérateurs, nouveaux ou anciens d'ailleurs, tout le monde pourra concourir, opérateurs de lanceurs pour servir des missions de l'ESA dans le futur, plutôt à la fin de la décennie. Et les gagnants bénéficieront de budgets qui seront décidés à la conférence ministérielle de 2025. Donc c'est demain, c'est l'ouverture de la compétition dès demain, effectivement, pour sortir de ce carcan du retour géographique qui est clairement anticompétitif pour les lanceurs. Donc c'est historique aussi parce que voilà, la façon dont on a développé les lanceurs jusqu'à présent, avec des lanceurs développés par l'ESA, voilà, c'est terminé, c'est le passé. Et maintenant, on va avoir des lanceurs qui vont être développés par les industriels et l'ESA, l'Union européenne, les agences nationales seront en position de clients d'ancrage pour acheter des services de lancement et non plus en spécificateur de développement. Est-ce que c'est la fin de la cohésion européenne ? Pas du tout, je ne pense pas. En fait, c'est une autre façon de développer les lanceurs. Et quelquefois, on présente les choses en disant on va avoir une compétition entre des lanceurs allemands, des lanceurs français, etc. Évidemment, l'empreinte de ces futurs compétiteurs sera beaucoup plus nationale que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Ariane 6 est développé, produit par 13 pays. Et Ariane 5, c'était une vingtaine de pays. Donc demain, on aura des consortiums industriels qui vont se créer. Peut-être que l'empreinte sera 80% dans un pays, en Allemagne, en France, en Italie, etc. Mais je crois que c'est l'intérêt de personne d'avoir des lanceurs purement nationaux, parce que le marché il est européen. Et si on raisonne déjà au niveau du marché européen par rapport au marché américain, on est dans un facteur 10. Mais alors si on se repliait sur des marchés nationaux, ça ne pourrait pas marcher. Et la Belgique n'achèterait pas un lanceur uniquement produit en France ou en Allemagne. Voilà. Donc il faudra laisser l'industrie choisir les meilleures solutions sans contraintes de retour géographique qui viennent du haut. Et c'est la compétitivité qui permettra de construire ces consortiums industriels. Un dernier mot avant de conclure, sujet très important, la question du vol habité. Et là aussi, il y a une avancée, il y a une prise de position de l'Agence spatiale européenne. Enfin, j'ai envie de dire, parce que le sujet est sur toutes les bouches depuis un moment, on attendait que l'Agence spatiale européenne fasse un pas en avant, un appel d'offres. Une promesse d'appel d'offres ? Alors, on va être très clair, c'est une avancée timide. Vous savez que, en fait, la question a été posée par le président de la République en février 2022 à Toulouse. L'Europe doit-elle se lancer dans le vol habité, dans un contexte où les États-Unis, évidemment, sont revenus sur le sujet, la Russie, l'Inde, la Chine. Il y a eu tout un travail qui a été fait par l'agence européenne, un groupe d'experts de haut niveau qui a remis un rapport disant l'Europe devrait se doter de l'ambition d'aller de manière autonome sur la Lune, d'avoir une base lunaire. C'est extrêmement ambitieux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, les États membres n'ont pas souhaité
relever directement cette ambition-là, et on a pris plutôt une approche raisonnable, pas à pas. Et une première étape sera le développement d'un cargo qui pourra être réutilisé pour du vol habité. Et il y aura un appel d'achat de services. Là aussi, c'est la même chose que pour les lanceurs. C'est symétrique. Ce ne sera pas un système développé par l'ESA, mais l'ESA va acheter la capacité de mettre 1 tonne 5 de cargo à la station spatiale. Et ça permettra de booster la compétition entre différents acteurs. Acteurs qui ont déjà commencé. Hein. On a Suzy qui a été dévoilé, en tout cas la première étape de Suzy, le projet de cargo d'Ariane Group. On a des acteurs comme The Exploration Company qui ont des technologies qui avancent très vite et qui intéressent déjà l'international. Donc c'est une avancée timide comparée à l'avancée qu'a déjà pris le secteur privé. Et ce sera la conclusion. Non, c'est justement pour supporter le système privé, ces initiatives privées, que cet achat de services va être réalisé. Et dernière chose, c'est exactement ce qu'ont fait les Américains, parce qu'en fait, ils ont commencé par développer une capsule Dragon avant de la faire évoluer vers du vol habité. Merci beaucoup Jean-Marc Astorg d'avoir pris le temps de venir réagir à cette actualité avec nous sur le plateau de Smart Space. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart.